RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous accueillons un candidat à l'élection présidentielle qui ne sera pas au débat ce soir. Il s'agit de François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de son parti, l'UPR. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Vous faites partie des 11 qualifiés pour cette élection présidentielle 2017. Mais ce soir, vous n'êtes pas invité par TF1. Ça vous agace ? Je vais pas dire que ça me réjouit, bien entendu. Je suis comme tout le monde, je suis quand même assez choqué, mais je replace tout ça dans un ensemble plus important. En réalité, ce qui est choquant, c'est la loi Urvoas qui a été prise il y a quelques mois et qui maintenant a rompu l'égalité de traitement des candidats. Ça n'aura plus lieu que pendant les 15 derniers jours pour faire prévaloir l'équité. Oui. Or, l'équité, personne ne sait très bien ce que ça veut dire, le mot équité. Voilà. En fait, l'équité, c'est un concept de nature théologique. C'est introduire de la morale par rapport à l'égalité. Normalement, vous savez ce qu'on appelle le commerce équitable. Le commerce équitable, ça consiste à payer davantage un producteur de café en Côte d'Ivoire ou de cacao que ce que normalement il devrait recevoir si on laissait jouer les rapports Nord-Sud. Donc ça consiste à donner plus d'argent à ceux qui n'en ont pas. Normalement, si on devait appliquer le principe d'équité en politique, au moment de l'élection présidentielle, on devrait donner plus de temps de parole aux gens comme moi que les Français ne connaissent pas. Par rapport à ces vedettes dont on est rebattu, les gens n'en veulent plus. Vous savez que 50% des Français ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Les gens en ont assez, les gens veulent des nouvelles têtes. Eh ben non, c'est à eux qu'on va donner encore le maximum de publicité. C'est plus d'équité, c'est de la proportionnalité. Alors, on peut comprendre votre point de vue, mais en même temps, c'est le vôtre et vous comprendrez que les autres ne le partagent pas. J'imagine. À l'évidence, l'égalité, au contraire, elle présente un caractère mathématique, puisque vous avez une bonne formation, vous savez ce que c'est que les fonctions, les variables, comment on calcule l'égalité. On peut pas donner le même temps de parole à quelqu'un qui fait 5 et à quelqu'un qui fait 30. Non, mais à ce moment-là, c'est pas de l'équité, il faudrait dire de la proportionnalité. C'est autre chose. C'est Parce mieux. que si on disait c'est proportionnel, les choses seraient claires. J'ai dit proportionnalité, c'est un concept mathématique. Équité, c'est un concept théologique. Oui, mais alors vous voilà dans la course et tout le monde se dit, mais Asselineau, comment a-t-il fait pour passer la barre des 500 parrainages? Quels sont ses réseaux? Qui lui a signé ces parrainages? D'où vient l'argent ? Alors, Olivier. Sortez l'argent. Désolé de rajouter une petite question au passage. Eh ben, écoutez, les gens qui se posent cette question, je suis un peu surpris, surtout si ce sont des journalistes politiques qui se la posent, parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai créé l'Union populaire républicaine. On va d'ailleurs fêter samedi, le 25 mars à Paris, à partir de 15h. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Nous allons fêter le 10e anniversaire Porte de la Villette au Paris Event Center, samedi 25. Ça sera le jour du 60e anniversaire du traité de Rome. Vous avez des élus avec l'UPR ? On a 6 maires qui nous ont rejoints, et puis nous aurons, cette journée, on va avoir des responsables venus de l'étranger, notamment un des principaux syndicalistes britanniques de gauche qui a appelé à voter pour le Brexit. On aura également des messages de soutien venus de Grèce, de l'EPAM, un mouvement qui a été créé justement par un ancien du Parti communiste grec. On aura également le président de l'IPU finlandais. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Non, mais nous vous n'avez pas tout seuls. répondu à la question. Mais- Comment avez-vous fait pour obtenir vos 500 parrainages alors que d'autres, comme Henri Guénaud ou Ramayad, par exemple, n'ont pas réussi ? Alexandre Ou Mais ils Alexandre n'ont pas, Jardin. parce qu'ils n'ont pas, ils avaient peut-être plus de notoriété que moi, mais ils n'avaient pas le nombre de militants. Voilà. Moi, j'ai créé un mouvement politique qui n'a pas que des militants, mais on a franchi les 19 050 adhérents, et c'est vrai. Et aujourd'hui même, et actuellement, on enregistre à peu près 200 à 300 militants de plus par jour. Et j'insiste sur le fait que nous sommes quand même présentés à des élections. Aux élections européennes en 2014, on avait rassemblé 77 000 suffrages, ce qui était davantage que le NPA, mais la presse n'en a pas parlé. Et au régional de 2015, on a rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% de l'ensemble des suffrages, en présentant 1971 candidates et candidats. Donc, de telle sorte en fait, c'est une force un peu cachée, c'est-à-dire que Mais c'est vous n'êtes caché, pas vous- dans les radars médiatiques, or, sur le terrain, vous êtes là. Par exemple, moi, je suis quand même surpris, et je suis pas seul, j'imagine, par l'affichage de rue. Alors, Asselineau, il est partout. Votre tête, elle est partout. Moi, le matin, je traverse Paris, je vois Asselineau c'est vrai. partout. Oui. Et je me dis, mais comment il fait? Pour saloper les murs. Question. Alors, comment on fait? Oui, Comment on vous faites pour saloper les villes, François Asselineau? Alors d'abord, nous ne sommes pas les seuls à coller. Non, mais comment Nous vous avons- faites? Voilà, c'est vous qui êtes en face de Nous moi. avons- force de frappe. eh ben, c'est très simple. Nous avons 19 050 adhérents à l'heure où je vous parle, parmi lesquels beaucoup de militants. Les gens qui adhèrent à l'Union populaire républicaine le font par conviction. Et on rétablit, j'allais dire, c'est la politique à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des réunions de préau d'école depuis 10 ans, et les gens qui viennent à l'UPR sont militants. Et comme effectivement, depuis 10 ans,
on n'a pas été inactifs. Nous avons contacté énormément de grands médias. Malheureusement, on n'était quasiment invités jamais. Ben, évidemment, les militants, ils font quoi? Ils se disent, on va coller. Alors, pour répondre à vos questions sur l'argent, notre argent vient uniquement des adhérents et sympathisants. D'accord. Nous avons 0 € d'argent financé Public, par les banques, 0 € d'argent public, 0 € de financement bancaire, à la différence de M. Mélenchon qui a emprunté 8 millions d'euros à Et une comment banque. vous allez faire là, pour cette campagne? Eh bien, nous avons programmé de dépenser 1 800 000 € pour la présidentielle et les législatives. Et d'où vient cet argent? Vous Eh faites bien, un prêt? Non, de nos Des adhérents. militants. De nos adhérents, mais Ce on sont a les déjà... cotisations qui vous... Oui, Mais non, depuis... ils sont D'accord. généreux, les militants. Oui, mais attendez, moi je vais faire l'élection présidentielle, on a budgété 800 000 €. Les autres, vous savez que le plafond est de 23 millions d'euros. Ouais. Donc nous Surtout vivons... qu'on est Sarkozy remboursé s'en que si on rappelle, fait 5%. non, jusqu'à Alors. 800 000 €, on est remboursé quel que soit le score. Ah oui, donc Mais- en fait, les 800 000 €, on vous les donnera. Mais de toute façon, je pense que je pourrais dépasser les 5%. Vous Non, allez mais je veux voir. dire, les 800 000 € parce que certains disent, oui, mais Asselineau, c'est un chasseur de primes. Il chasse ses 800 000 € en fait, en étant qualifié à ces 800 000 Oui, €. non, mais et attendez, voilà. moi je ne peux J'ai rien entendu contre ça, hein, oui, mais les calomnies, concernant. vous savez quand même que tout ça est suivi d'extrêmement près par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. C'est pas pour me les mettre dans la poche, figurez-vous. Tout ça, ça sert à financer des meetings. Le meeting dont je parlais le 25 mars prochain, où il y a déjà plus de 4500 personnes inscrites, ben, ça coûte énormément d'argent. Donc on va faire quelques meetings en France. Mais je reviens à ce que je disais. Par exemple, des affiches dont vous parlez. On a tiré un premier jeu de 200 000 affiches. Ça nous a coûté, avec un papier qui n'est pas extraordinaire, c'était du 70 grammes, ça nous a coûté 14 000 €. Bien. Et puis c'est tout, parce que le reste, c'est l'huile de coude de nos militants à travers toute la France et même l'outre-mer. Mais les autres, les partis politiques où ils n'ont pas de militants, où ils n'ont personne qui vont coller, ils font quoi? Ils ont recours à des sociétés de collage, d'affiches, et qui demandent en général 1 € par affiche collée. Ah oui. Il aurait fallu qu'on dépense 200 000 € supplémentaires, et ça, on les avait pas. Donc votre force, ce sont les militants. Vous avez un programme radical, vous voulez une sortie immédiate de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Alors, d'abord, pas immédiate. Ce que je veux, c'est lancer immédiatement la procédure de sortie de ces deux, de l'Union européenne, de l'euro d'un Sorte de côté et de Frexit. l'OTAN. Oui, c'est un Frexit. Vous appelez ça radical? Ah bah c'est Moi, radical de sortir de l'euro Oui, et de non, l'Union mais européenne. attendez, oui. mais moi j'appelle ça du bon sens. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Et moi je dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Il n'y a pas de débat approfondi en France sur où va-t-on avec l'euro. L'euro est en train de nous entraîner dans un désastre collectif que tous les grands prix Nobel d'économie ont d'ailleurs souligné. Le dernier en date étant Joseph Stiglitz, qui dans Oui, le c'est magazine surtout Fortune Joseph le 31 Stiglitz. décembre dernier a dit 2017 sera probablement peut-être l'année de Jean l'explosion de Tirole ne l'euro. dit pas ça, parce Il n'y a que tous aucun les prix Nobel J'ai d'économie... dit la plupart des prix Oui, mais Nobel le d'économie. nôtre, le français, Jean Tirole ne dit pas du tout ça. Oui, mais on lui donne la parole. Le précédent, Maurice Allais, lui qui était très critique Oui. contre l'euro, lui on lui donnait c'est jamais toujours la les deux, parole. Il n'y a hein, aucun Stiglitz et Allen. consensus des économistes Oui. sur ce sujet-là, et au contraire, beaucoup vous diraient, sans l'euro, nous ne serions plus là, l'Europe serait disloquée, l'euro garantit la stabilité des prix, elle a assuré la continuité des États. Ça a aussi eu des avantages, monsieur Non, Asselineau. mais alors d'abord, en économie, il n'y a aucune chose comme dans la vie qui n'est que des avantages et que C'est- des c'est inconvénients. ça, Mais exactement. allez quand même dire aux Français, il y a 800 Français qui passent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est Ça, l'INSEE. c'est pour des raisons C'est budgétaires. l'INSEE. Non, non, mais C'est regardez. pas monétaire. Mais non, regardez ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal. Depuis Mauvaise 1900, gestion. mais non. C'est budgétaire, ça n'est Non, pas monétaire, non, non. monsieur Écoutez, Asselineau. c'est votre point de vue, ça n'est Oui. pas le mien. D'accord. En 1999, depuis 1999, depuis que les monnaies ont été fixées de façon définitive l'une avec l'autre, on estime, c'est des calculs qui peuvent être faits très facilement, que le différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et la France a été de 21% au profit de l'Allemagne. Voilà. Qu'est-ce qui se passait avant? Lorsque l'Allemagne, c'est pas nouveau que la compétitivité allemande s'améliore plus rapidement que celle des pays du Sud, et notamment de la France, mais davantage encore par rapport aux pays du Sud de l'Europe. Auparavant, il y avait le taux de change externe de la monnaie. Le franc s'est déprécié tout au long des années 50, 60, 70. Ça n'a pas empêché d'avoir les 30 glorieuses en France. Maintenant, comme on n'a plus cette possibilité de rétablir la compétitivité externe, il faut faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans les années qui viennent, s'attaquer au SMIC, s'attaquer aux prestations chômage, démanteler toutes les professions réglementées. Et ça n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le rapport des grandes orientations de politique d'accord, économique mais de les- la Commission D'accord, mais européenne. vous dites l'euro n'est pas satisfaisant.
on peut imaginer une amélioration. Ce que vous préconisez, c'est un retour en arrière. Et ce retour en arrière, là aussi, on peut citer les économistes, il s'annonce catastrophique. C'est une perte de richesse pour les Français immédiate, puisque nous avons notre patrimoine en euros et nous passons en francs. Et donc forcément, déjà, tout coûtera plus cher en francs. Et puis surtout, notre patrimoine prendra un sacré coup. Mais non, c'est pas du tout exact. On changera 1 euro, 1 franc. Alors après, effectivement, 1 euro, 1 franc. Oui. Ah non, 1 euro, ça doit être 7 francs. Non. On remettra, ça sera un nouveau franc. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans l'histoire de France qu'on créera le franc. À chaque fois que le franc a été créé, en 1360, c'était pour la libération de Jean le Bon. Après ça a été le franc germinal sous la Révolution. C'est-à-dire à chaque fois lorsque le peuple français a récupéré sa souveraineté, soit dit en passant. Mais là, lorsque nous ferons le nouveau franc, ça sera 1 euro égale 1 franc. Voilà. Et ensuite, c'est Monsieur Asselineau qui décide. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il y a une dévaluation de mon patrimoine par 7. Mais non, mais pas du tout. Je sais pas comment. Si vous avez un euro, ça vaut 7 francs aujourd'hui. Si vous avez un appartement qui vaut 300 000 euros, il vaudra 300 000 francs. Ah mais je ne le voudrais pas. Donc il a perdu de la valeur. Mais pas du tout. Ce franc nouveau vaudra 1 euro, puis ensuite il se dépréciera probablement. Quel intérêt de changer le vocabulaire? De 5 à 10%. Oui. Mais parce qu'ensuite nous aurons notre propre politique monétaire, c'est ça tout l'intérêt. C'est que l'euro, de toute façon le franc deviendra, perdra probablement 5 à 10% de sa valeur par rapport à l'euro rémanent, et encore c'est à démontrer, et ça aura évidemment quelques inconvénients, l'augmentation notamment du prix des importations, mais ça aura aussi des avantages considérables, le boom des exportations, il y aura... Le boom des exportations. Non, tout à l'heure, vous parliez vous faisiez une comparaison entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui nous différencie des Allemands? Ils ont fait des choix qui sont contestables, mais ils ont fait des choix. Schröder, au moment où, au même moment, Chirac distribuait l'argent qu'il n'avait pas, Schröder faisait des économies. Depuis 20 ans, les industriels allemands ont choisi un positionnement premium. Et notamment, on renforçait les entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils vont chasser en meute à l'exportation, et ils ont les bons produits que réclame le marché, ce que nous n'avons pas. Voilà. Donc ma question c'est, qu'est-ce qu'on vend en dehors de l'agroalimentaire et de l'aéronautique? Mais vous savez, faire de la politique, c'est partir des réalités. Oui. Bon, moi, quand j'ai commencé ma carrière au ministère des Finances et aux exportations, on disait déjà qu'il fallait imiter l'Allemagne. Le problème, c'est que les Français ne sont pas des Allemands. Nous n'avons pas la même discipline au travail, nous n'avons pas le même consensus social, nous n'avons pas le même tissu de grosses PME que l'Allemagne. Alors, on peut toujours dire il faudrait, mais on n'a pas. Voilà. Mercedes, c'est pas en France que ça se passe. Les grandes PME dans la mécanique, dans l'optique, ça n'est pas en France. Renault aurait pu faire. Alors, ça n'a rien à voir avec mais attendez, c'est des choix industriels. Non, mais nous partons, encore une fois, la compétitivité globale de l'économie française s'est dégradée par rapport à l'Allemagne. C'est vrai. Elle s'est dégradée bien davantage encore dans les pays plus au sud, comme la Grèce, le Portugal, l'Italie ou l'Espagne. La réalité donc, c'est que si on continue dans la situation actuelle, on va avoir une augmentation constante des excédents commerciaux allemands. C'est d'ailleurs le cas parce que l'euro est une espèce de cote mal taillée entre toutes les économies. Et l'euro actuel est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande, qui enregistre des excédents commerciaux énorme, 250 milliards d'euros. Et en France, en revanche, nous avons des déficits commerciaux considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est une monnaie, en fait, tous les pays ont conservé leur propre monnaie nationale. Si vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire à Paris, dans une banque commerciale, c'est 1000 euros de créances sur la Banque de France. Mais si vous les transférez en Allemagne, ça devient 1000 euros de créances sur la Bundesbank. Ça paraît très technique, ici, pour cette émission. Et pourtant, ce que je viens de vous dire là est d'une importance considérable parce que c'est le cœur nucléaire de l'explosion qui arrive. Pourquoi? Parce que toutes les grandes fortunes du Sud, toutes les grandes entreprises, elles anticipent l'explosion à venir de l'euro, elles vont donc placer leur liquidité par centaines de milliards d'euros des pays du Sud, notamment en Allemagne, mais aussi en Finlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le résultat, alors pour les spécialistes, c'est le solde de la balance des paiements inter-zone euro, qu'on appelle Target 2, il y a plus de 800 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud se réfugier en Allemagne et qui,
la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que la banque Bundesbank, la banque centrale allemande, a 800 milliards d'euros de créances sur les banques des pays du Sud qu'elle considère comme des créances pourries. C'est la raison pour laquelle, et comme cette divergence ne fait que s'accroître, si vous allez discuter avec les élites allemandes du côté de Francfort, vous verrez que ce sont des gens qui, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de sortir de l'euro, parce qu'ils craignent que l'ensemble de l'échafaudage leur retombe dessus et que ça coûte des centaines de milliards d'euros, notamment à l'Allemagne, mais aussi à la France. François Asselineau, vous restez avec nous, candidat à l'élection présidentielle, suite du grand oral dans un instant. Les GG, les grandes gueules avec François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de l'UPR. Alors vous aussi, vous êtes un pur produit du système. C'est quelque chose qu'on reproche à certains candidats à cette élection présidentielle. Regardez votre parcours, vous avez fait HEC, l'ENA, bravo, parce que c'est plutôt un parcours d'élite. Inspecteur général des finances de profession. Vous avez fait pas mal de cabinets ministériels dans des gouvernements de droite, Balladur, Juppé, vous avez travaillé avec Charles Pasqua. En fait, vous êtes un vieux cheval sur le retour. Bah écoutez, je vous remercie de trousser ce compliment qui me va droit au cœur. Oui, je suis. Si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, là, on vient d'avoir une conversation qui est assez technique. Là, pendant la pause, tout le monde me disait c'est très technique. Oui, mais moi, je connais mes dossiers. C'est quand même important. Les Français, là, ils doivent choisir. Les autres ne connaissent pas. Écoutez, je suis persuadé que les fameux 5 grands candidats qui vont être ce soir à TF1, dont 4 d'ailleurs ont des ennuis avec la justice, soit dit en passant, eh bien je suis persuadé que ces 5 grands candidats prétendus, ils ne connaissent rien au fonctionnement de l'euro. Voilà, c'est ça la réalité. Donc moi je dis que dans le monde d'aujourd'hui, il faut quand même connaître les choses. Mais qu'est-ce qui vous a fait Parce que vous avez eu un parcours classique, vous pourriez être chez les Républicains aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de créer votre petite entreprise qui va peut-être prospérer, l'UPR, et de jouer solo? Parce que je ne fais pas ça par vanité. Voilà. Moi je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les dîners à la mode, dans les dîners en ville, etc. Moi je suis plutôt un intellectuel. Et puis quelqu'un qui aime son pays parce que j'aime le pays des autres. J'ai vécu au Japon, je suis allé dans 85 pays du monde, j'aime les civilisations étrangères, et un petit peu comme Candide à la fin, vous savez, dans Voltaire, revenant en France, moi j'ai eu envie de défendre mon pays. Voilà, ça paraît bête, mais il y a un beau proverbe chinois que j'aime à citer qui dit « Lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est alors qu'apparaissent des responsables intègres. » Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui la France est en proie au chaos? La France va très très mal. Il suffit, vous savez, vous me parliez des parrainages tout à l'heure. Moi, je suis allé voir personnellement 108 maires avec lesquels j'ai discuté. Nous avons des centaines d'années marché, on a rencontré des milliers de maires. Je peux vous dire que la révolte gronde en France, d'abord et avant tout contre les réformes territoriales qui sont imposées malgré la volonté des Français qui n'ont jamais été consultés là-dessus, mais de façon plus générale, tout le monde voit bien que ça ne va pas. Tout le monde voit bien que la France s'appauvrit, tout le monde voit bien que l'agriculture, l'industrie, que tout part en quenouille, et ils n'ont pas la réflexion nécessaire. Et on a l'impression ce que vous proposez... En 2016, vous savez face à la mondialisation, on a l'impression que parce qu'elle est là, la mondialisation, on peut pas la supprimer. Le monde autour de nous, on peut pas le supprimer. Et ce que vous proposez, finalement, c'est un peu un repli sur soi, plutôt que peut-être d'adapter ce pays à la mondialisation pour qu'on soit plus fort et qu'on s'en sorte à côté des grands blocs. Et en se disant, d'ailleurs, il faut mieux être avec nos voisins européens que tout seul, parce qu'on voit qu'autour de nous, ce sont uniquement des grands blocs qui dominent. Non, mais ça, c'est un argument, excusez-moi, qui n'est pas recevable. C'est un argument qu'on m'oppose souvent. Mais est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est un pays fermé sur elle-même. C'est un petit pays par rapport à la France. Mais attendez, mais justement, on nous dit que la France est trop puissance militaire, une grande puissance économique. Attendez, on ne peut pas dire à la fois que la France est trop... C'est méprisant de se comparer à la France au point de vue du PIB. On est 5e ou 6e puissance mondiale, ce qui n'est pas le cas de la Suisse. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Oui. On n'est pas un coffre-fort non plus. Non, mais la France on peut pas dire à la fois que la France est trop petite et qu'elle doit fusionner. Quand je prends l'exemple de la Suisse, me dire que la France est beaucoup trop grande. Non, la Suisse, c'est pas vrai que c'est un coffre-fort. Le produit intérieur brut de la Suisse dépend à 8% des banques. C'est d'abord une grande puissance industrielle en matière chimique, en matière d'agroalimentaire, donc en votre matière modèle, c'est la Suisse. C'est pas uniquement la Suisse. Regardez tous les pays du monde qui réussissent. Vous avez parlé de la mondialisation. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est important. Grâce à la mondialisation, qu'il faut que les Français sachent. La Chine a reçu, des fonds d'investissement chinois ont acheté 1700 hectares de terre dans le Berry en avril 2016. Oui. Voilà.
est-ce que vous, si vous gagnez 100 millions à l'euro million, vous allez pouvoir acheter 1700 hectares de terre en Chine? La réponse est non. Mais il n'y a rien à vendre en Chine, monsieur Asselineau. Non, c'est tout simplement parce que les ouvertures des marchés ont été asymétriques. C'est-à-dire que nous, les délocalisations... Qu'est-ce que vous allez acheter en Chine? Non, mais attendez, lorsqu'un Chinois rachète, par exemple, le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne, Et les Chinois... on pourrait très bien, vous imaginez qu'un Français veuille acheter... Non, veuille très bien acheter un des grands crus de thé de Chine, le Longjing Croix, par exemple. C'est-à-dire le thé du Puy du C'est Dragon. pas comme ça que ça se passe. Les Chinois consomment aujourd'hui une partie de notre production viticole. Il y a peu de choses qui marchent dans ce pays, monsieur Asselineau. Il y a l'aéronautique, le spatial et l'agroalimentaire. Non, mais je termine. Vous nous dites pourquoi est-ce qu'on laisserait Gevrey-Chambertin aux mains des capitaux chinois? Mais parce que les Chinois achètent notre cognac, achètent notre vin, parce que la mondialisation, elle peut être profitable à tous. Mais pourquoi nous n'avons pas le droit, nous, d'acheter les terrains en Chine? Et réciproquement, d'ailleurs. Regardez, l'émir du Qatar rachète le Paris Saint-Germain, rachète l'hôtel Martinez à Cannes, rachète l'hôtel Georges V. De foot au Qatar. Et allez, achetez-vous quelque chose au Qatar. C'est-à-dire que les Français vont découvrir pendant ma campagne électorale, je pense, que les ouvertures n'ont pas été faites de la même façon par tout le monde. Or, c'est très important. Mais c'est pas les vrai. délocalisations industrielles. La France produit même à l'extérieur. Oui, les délocalisations industrielles qui font que la France perd une usine par jour ouvrable. C'est terminé, c'est faux, ça. Qui font que la France perd une usine par jour ouvrable. Ces délocalisations industrielles auxquelles les Français veulent mettre un terme, eh bien, découlent directement d'un article des traités européens, l'article 63, qui autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Vivent de l'exportation? Mais si nous sommes sortis de l'Union européenne... Je vous pose la question. Combien de Français aujourd'hui vivent de l'exportation? Écoutez, je sais pas, il y a à peu près 20% du PIB à peu près qui est tourné vers l'exportation. Et moi, j'ai travaillé dans le monde de l'exportation. Lorsque j'étais au cabinet de M. Longuet, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, j'ai été le premier à proposer à mon ministre, nous avons organisé, c'était en 1994, une grande tournée de 170 industriels français en Chine. Donc, c'est pas à moi qu'il faut expliquer le dossier chinois ni le dossier de la grande exportation. Est-ce que vous croyez vraiment que les Britanniques, qui ont décidé de sortir de l'Union européenne, vont refermer le Royaume-Uni alors que c'était une grande puissance exportatrice qui est tournée vers l'extérieur? Vous sortez de l'euro. Les Britanniques n'avaient pas l'euro. Ça veut dire qu'une fois que nous serons sortis de l'Union européenne et de l'euro, nous allons rester, bien entendu, reliés au reste du monde par 6686 traités, moins 3, traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et traité de l'Atlantique Nord. Ça, j'insiste là-dessus. Nous avons des milliers de traités qui nous lient au reste du monde. L'autre jour, j'ai dit ça chez un de vos confrères sur Europe 1. Le lendemain, la journaliste qui espérait me coincer a téléphoné au Quai d'Orsay et elle a dit effectivement, il n'y a pas 6686, il y en a 6622 ou je sais pas quoi. Elle a confirmé mes analyses. Joël Dagosséry. Oui, donc justement sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dessiner à peu près ce que seront nos alliances, puisqu'on sort de l'euro, enfin de l'Union européenne, on sort de l'OTAN. Pour vous, quelles seront nos alliances militaires, économiques? Vers quel pays vous allez beaucoup plus orienter votre politique, les accords, enfin quel traité vous allez faire jouer? Est-ce que vous pouvez nous dessiner ça à peu près globalement? La France restera membre, je l'ai dit, de 6686 traités, mais aussi de très nombreuses organisations, toutes les organisations internationales, à commencer par l'Organisation des Nations Unies, à continuer par le Conseil de l'Europe, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. Nous resterons membres, j'en profite pour le souligner, de Airbus ou de Arianespace, qui n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. Ce sont des coopérations internationales. Moi, je suis pour les coopérations internationales parce que c'est ça qui marche. D'ailleurs, vous savez que dans l'Airbus A380, il y a 15 des 28 pays de l'Union européenne qui ne mettent pas une vis. En revanche, vous avez les États-Unis d'Amérique qui font 38% de l'Airbus A380 lorsqu'il est motorisé Pratt & Whitney. Ils font par ailleurs les trains d'atterrissage et toute l'électronique embarquée. Et puis vous avez les Japonais, les Russes, les Chinois, les Malaisiens. Le monde de demain est un monde d'où tous les pays sont interconnectés les uns avec les autres. Voilà la situation. Et pour répondre à vos questions sur les alliances militaires, nous sortirons de l'OTAN, la France redeviendra ce qu'elle normalement elle doit être, c'est-à-dire France, ça veut dire le pays des hommes libres. C'est-à-dire la politique non alignée de Charles de Gaulle. Nous allons sanctuariser le territoire national, nous allons préserver la sanctuarisation du territoire national par la dissuasion nucléaire, mais nous tendrons la main
à l'ensemble des pays du monde. Et d'ailleurs, je mettrai un terme Alors, qu'est-ce que vous immédiat. faites, par exemple? Je mettrai un terme immédiat aux guerres illégales qui nous entraînent. Alors, lesquelles, au justement? choc. Notre participation de près ou de loin. Daesh? Non, notre participation de près ou de loin aux événements qui se sont passés en Afghanistan, Et ou en ce moment? Syrie, ou en Ukraine, Et en ou ce en moment? Libye. Et ou en en ce Libye. moment, nous participons à une alliance contre Daesh en Irak Oui, et en Daesh, Syrie. depuis que les Russes sont intervenus, vous avez vu qu'en fait, on en parle beaucoup moins. Voilà. C'était le Et Daesh, n'était avez-vous pas, dit vraiment, c'était pas les en Russes. matière de relations internationales, avez-vous dit, je l'ai lu sur Internet, c'est pourquoi vous êtes souvent assimilé à un complotiste, Robert Schuman, fondateur de l'Europe, Jean Monnet, fondateur de l'Europe, et Boko Haram, on voit ce que c'est une secte radicale islamiste, sont Nigérien. tous des agents américains. L'avez-vous dit ? Écoutez, je n'ai pas dit ça sous cette forme brutale et qui ne me ressemble pas. Ce que j'ai dit, c'est que la construction européenne a été financée par les États-Unis d'Amérique. Pour résister Voilà. à l'Union soviétique, Oui, logique. et tous les historiens sont d'accord là-dessus. Ce que j'ai dit également, c'est que derrière Daesh, il y avait des financements qui venaient d'Arabie Saoudite, du Qatar. D'ailleurs, le président élu des États-Unis, le nouveau président des États-Unis lui a dit lui-même. Et puis je monte, mais je voudrais tous les Et Boko Haram écoutez, aussi. mais tous les auditeurs trouveront ça sur notre site internet, par exemple. Je vous ferai remarquer. Vous connaissez BFM TV, par exemple. Bon, BFM Je TV regarde de temps en temps, oui. qui nous expliquait que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. Voilà. Alors moi, je prends les dépêches de presse, je prends le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Moi, je vais vous donner tout ça, et puis je vais dire aux gens maintenant, on arrête sur ces histoires. En fait, le débat n'a plus lieu. Vous savez, l'autre jour. Ça, c'est la faute des Américains. Donc, Non, mais en gros, je l'autre résume. jour, écoutez, je me suis fait brocarder par un journaliste de Libération qui m'a dit, vous vous rendez compte, Asselineau dit que le Dalai Lama est financé par la CIA. Oui, manque de peau. Je reprenais un article de Libération, du journal même dont il parle, qui date de 1998. Mais qu'est-ce que vous avez contre la CIA, contre Mais les c'est Américains? pas que je suis contre la CIA. Le problème, c'est que lorsqu'on est chef d'État, on n'est pas un bisounours. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait, à vous entendre, la CIA n'existerait nulle part, la NSA non plus. La communauté. J'ai jamais dit ça. On a D'ailleurs, même été espionné lorsque par la Monsieur NSA. Hollande, en 2015, a été espionné, tous les chefs d'État, ben, c'est donc quelque chose qui doit attendre. Oui. Moi, j'ai Il y avait suivi même des mes- grandes oreilles sur le toit de l'ambassade américaine. Ah, Ils mais sont vous toujours faites du visibles. complotisme. Non, ça c'est des faits avérés. Ah, tiens, ben voilà. C'est Ben, le tout. problème, c'est qu'il faut libérer la parole Une là-dessus. fois que vous avez dit ça, Et que je dis, et que je dis, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a effectivement des grandes oreilles. Oui, ça a sur été la- dénoncé, voilà. avéré, enlevé. Absolument. Ça a été un incident diplomatique. Absolument. Eh bien, je dis que puisque nous devons choisir le chef de l'État, on ne choisit pas un Premier ministre pour mener une politique économique et commerciale. On choisit pour l'instant le chef de l'État. L'article 5 de la Constitution, je le martèle à chaque fois que j'ai le droit à parler devant une émission de radio ou de télé. L'article 5 de la Constitution nous dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc, moi, j'estime être le garant de l'indépendance nationale en disant aux Français qu'il faut sortir de l'Union européenne, Un de mot. l'euro et de l'OTAN. Qu'est-ce qui vous Et en dit- n'étant pas D'accord, un bisounours on a compris. vis-à-vis des services de renseignement de toutes les puissances d'ailleurs. quelques secondes, qu'est-ce qui vous distingue de Marine Le Pen? Mais écoutez, pourquoi vous me posez cette question Parce et que pourquoi vous ne me posez pas la question de savoir ce qui me distingue de Jean-Luc Mélenchon? Parce que Marine Le Pen... Écoutez, je vous pose une question sur Marine Le Pen. Après, si vous voulez, on parle Non, de parce Jean-Luc que- Mélenchon, non, mais parce je parle que- de Marine Le Pen. alors, Parce que j'ai- sur l'Europe, vous tenez un discours mais Jean-Luc similaire. Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan font partie de ces responsables politiques qui critiquent beaucoup la construction européenne. Donc le C'est clivage, vrai. il est là, en C'est fait. vrai. Non, attendez. Sauf que, d'abord, Madame Le Pen charrie, son mouvement politique charrie des pensées extrémistes. Les gens qui votent pour le Front National, il suffit d'aller comparer la page Facebook de Marine Le Pen et du Front National et la page Facebook de l'Union Populaire Républicaine et de François Asselineau. Vous serez édifiés quant aux électeurs que nous attirons. Nous, il n'y a jamais de chasse à l'immigré, jamais d'islamophobie, jamais d'homophobie, jamais de phobie. Nous voulons rendre aux Français leur liberté, leur souveraineté nationale. Les gens qui vont au Front National le font d'abord et avant tout sur des pensées concernant l'immigration. De la même façon que les gens qui vont chez Mélenchon sont quand même situés très très à gauche. Donc ça, c'est la première chose. Nous ne sommes pas un mouvement extrémiste. Premièrement. D'ailleurs, on a été classé en divers par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droite-gauche. Je préférerais dire au milieu. Mais par ailleurs... Comme Macron. Oui, mais Macron, lui, la différence entre Macron et moi, vous savez ce que c'est? C'est que moi, je dis la même chose à tout le monde.
Alors que M. Macron dit une chose différente à chacun de ses auditoires. Quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il va chez Philippe de Villiers, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui ment aussi effrontément? Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact. Maintenant, pour en revenir à notre propos, Madame Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon, propose de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi? Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents entre 6 pays, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. On a donc réussi à bâtir un château de cartes qui déplaît à toutes les puissances. Et si vous vous dites on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir. Ça ne marchera pas. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Alors François Asselineau, vous restez avec nous parce que c'est l'heure du Grand Prix de l'Élysée.